Bonjour à tous, aujourd'hui, nouvel épisode consacré à Empires in America, The French and Indian War, un jeu de Victory Point Games, de Joseph Miranda, et un jeu uniquement pour désigner pour le joueur solitaire, c'est-à-dire un jeu qui ne se joue que tout seul. Donc le thème, c'est bien sûr l'avenir de la Nouvelle-France en Amérique du Nord. C'est un jeu de la série State of Siege. C'est le numéro 3 de la série. Qui reprennent en gros le même principe général. Chaque jeu étant dans un contexte historique un peu différent. Donc je vous propose de voir un petit peu le matériel de cette pochette. Donc voici, on a une grande carte qui représente le nord-est de l'Amérique du Nord, donc avec le Saint-Laurent, des villes qu'on reconnaît. Il y a bien sûr la ville la plus importante de la partie, Montréal, puisque le jeu en gros est perdu pour le joueur si Montréal tombe sous le contrôle des Britanniques, des Anglais. On remarque que bon, la carte est en carton assez fin. Il y a quand même pas mal d'aides de jeu indiquées sur la carte, la séquence de jeu, les séquences pour les combats, puis différentes échelles de points d'action. En gros, chaque tract marqué, on peut les voir ici. Un, c'est le Saint-Laurent. Il y a une piste avec plusieurs emplacements qui aboutit à Montréal. De même, si on prend la numéro 2, qui est Champlain ici, elle part de New York, et puis elle arrive aussi à Montréal. Et en fait, il va y avoir une progression des armées anglaises le long de ces tracts-là, et si une arrive à Montréal, c'est la fin de la partie. Le but du jeu pour le joueur étant de repousser l'ennemi et essayer de le cantonner à des positions les plus éloignées possibles de Montréal. Alors on remarque sur la carte des emplacements un peu spéciaux qui sont des fortifications là en forme d'étoile, comme Fort Carillon, Québec. On a ici Louisbourg. Il y a des endroits qui sont entourés de verre, c'est des espaces, on va dire, de nature plus sauvage, où certains types d'infanterie légère ont l'avantage. À côté de ça, on a un certain nombre de petits jetons qui vont marquer, par exemple, celui-ci, la construction d'une fortification, ou un poste de traite de fourrure qui va pouvoir permettre une certaine économie de recruter de nouveaux bataillons. Il y a des marqueurs qu'on va avoir sur nos généraux. Différents marqueurs aussi d'événements qui peuvent arriver au cours de la partie. Là, c'est un marqueur pour la piste des Upper Main, c'est-à-dire celle-ci, ici. En fait, les positions de départ, les Anglais vont être en bout de piste, et puis ils vont progresser comme ça vers Montréal. On a également des cartes, des petites cartes cartonnées, qui sont de différents types. Là, on a au début les cartes de départ. En gros, les cartes
en blanc ici sont la situation de départ. Les cartes avec un titre bleu, c'est un petit peu la pioche qui va arriver en première partie de jeu. Et puis quand un événement qui est Europe at Peace va venir, on va inclure les cartes avec les titres rouges qui sont ici. Alors en gros, on a des événements, on a aussi des généraux, aussi bien anglais que français. Par exemple, un anglais ici, le général Braddock, et puis un français, le leader français de départ, c'est Langlade. Alors chacun, quand il arrive en jeu, a une certaine réputation qui est médiocre. Et au cours, là, je le mets sur médiocre, et en cours de partie, en fonction des succès qu'il va avoir sur les batailles, il va monter d'un cran pour atteindre la reconnaissance, fame ou la gloire, ou diminuer. Ça, c'est pour la réputation du général. Et enfin, il y a un petit peu ce qui est sa force, c'est-à-dire son nombre de bataillons, qui en fait va être le nombre de dés qui va être utilisé pendant les batailles. Au début, le général arrive en pleine puissance. Lui, Langlade par exemple, a 2 bataillons. Et puis, il a une capacité spéciale que l'on peut, si l'on veut, utiliser des fois sous certaines conditions. Par exemple, Langlade, lui, peut utiliser une carte milice tout en... Et après son utilisation, en fait, elle reste disponible pour une utilisation future au lieu d'être discardée. Lui, Braddock, bon, il arrivera en jeu, par exemple, avec une réputation médiocre comme tout le monde, mais il a un peu plus de bataillons, il en a 3. Il n'a pas de capacité. Voilà. Donc, en fonction des généraux, on aura toute une maintenance à faire avec ces petits curseurs un petit peu tout le long de la partie. Voilà, par exemple, une carte de milice. Donc, on voit ici, avec ce petit symbole-là, que c'est une carte de milice du côté du joueur, du côté français. Et puis, bon, il faut lire un peu le texte. Ça apporte en gros 2 bataillons de plus à la bataille. Il y a certaines restrictions, c'est-à-dire par exemple celle-ci, on doit l'utiliser que sur la piste Saint-Laurent, Upper Main ou Champlain, c'est-à-dire les pistes ici, pour des batailles qui pourraient se dérouler sur cette piste-là, ou Upper Main ou Champlain. Si une bataille est là, on ne peut pas avoir recours à la milice. Et puis de même, il y a bien marqué que si jamais la ville de Québec, la forteresse de Québec qui se trouve ici, tombe aux mains des Anglais, cette carte ne peut plus être jouée. On a des cartes d'action aussi, marquées action, qui sont des cartes que l'on va jouer autour de jeu des Français. Pour un point d'action, on peut utiliser cette carte-là. Par exemple, celle-ci, c'est aussi une force auxiliaire, les troupes de la marine, qui rapportent 2 bataillons. Mais pour pouvoir la jouer, il va falloir d'abord la poser. Et pour la poser, ça va coûter une action. Alors il y a d'autres événements, il y a des généraux beaucoup, des forces, des forces alliées, aussi bien du côté anglais que du côté français, qui sont utilisables. Par exemple, ça c'est pour les sièges, c'est-à-dire quand on assiège une forteresse, on peut utiliser ces canons. Il y a des événements britanniques,
il y a des événements mondiaux aussi qui viennent un petit peu changer la donne. Il faut voir qu'une partie suit une séquence bien précise. La première, c'est une pioche de cartes. Le joueur va piocher 3 cartes en début de partie, et quand l'événement Europe at Peace avec un marqueur dédié qui va intervenir, à partir de ce moment-là, on va piocher. C'est la guerre des 7 ans en fait en Europe. Là, on va passer à une pioche de 4 cartes. Ensuite, le joueur va s'occuper des Britanniques avec une phase de maintenance un petit peu des leaders, des généraux. Ensuite, on va avancer les armées pour toutes les différentes pistes où il y a un général disponible. Par exemple, si Braddock est dans l'Ohio, comme c'est le cas au début, on va pouvoir faire avancer la piste Ohio vers l'emplacement qui suit. Okay. Alors ça peut parfois, si on arrive à des positions fortifiées, déclencher à ce moment-là un combat. Et puis, bien sûr, si Montréal est pris dès ce moment-là, par exemple que le curseur de l'Ohio est déjà arrivé ici, et puis que son prochain mouvement c'est ça, et bien, si à la fin de cette phase-là, l'armée anglaise est toujours à Montréal, la partie est perdue pour le joueur. Ensuite de ça, on a la phase du côté français, donc une phase de maintenance des généraux. Ensuite, on va regarder le nombre de points d'action qu'on va avoir à dépenser pour ce tour. Chaque leader a un chiffre très important qui est ici, qui va donner un certain nombre de points d'action. Lui va donner un point. J'en ai d'autres. Et puis ça va permettre d'avoir un certain nombre de points à disposition ici, avec toujours un maximum de 5, quel que soit si on en a plus, ça restera plafonné à 5 points d'action. Ces 5 points d'action vont pouvoir être dépensés ici, par exemple en payant, comme on a vu, une carte action pour la mettre en jeu, ça va coûter un point d'action. Pour déclencher une attaque au moment de la phase des Français, ça va coûter un point d'action. Pour permettre de remplacer un bataillon disparu, il va falloir payer aussi un point d'action et avoir en jeu un trading post, c'est-à-dire un poste de traite de fourrure. Et puis enfin, pour 2 points, on peut soit choisir de construire un fort qui va permettre de ralentir la progression des Anglais, ou, toujours pour 2 points, sur l'autre face, on va pouvoir construire un poste de traite de fourrure. Alors, il faut voir que ces jetons Trading Post et puis fort sont en nombre limité, et que on n'a pas plus que ça pour toute la partie. Et si un fort, par exemple, passe aux mains des Anglais, et ben, il est éliminé, le jeton est éliminé de la partie. De même que si si un trading post est pris aux Français par les Anglais, le jeton est éliminé. Par exemple, on a une armée qui prend le contrôle du fort ici, et bien le fort est complètement retiré de la partie et ça va faire un jeton de moins. De même si c'est l'autre face et puis que c'est un poste de traite de fourrure,
on va l'éliminer complètement de la partie. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Je crois qu'il y a en tout et pour tout 7 jetons fortification et puis 2, 4, 6, 7, oui. 7 pour toute la partie. Donc voilà, à côté de ça, on a également une règle de jeu. Une règle de jeu, bon, en papier, on voit qu'elle est abîmée, hein, c'est du papier assez standard, mais quand même en couleur, bien rédigé, dans le style un petit peu propre au Wargame, avec des petits alinéas un petit peu partout, mais bon, on s'y retrouve quand même très très bien, et puis il n'y a pas de zone d'ombre, la règle est assez claire. Donc, simplement, les cartes et la règle sont en anglais, mais il existe une version française relativement récente. Je crois que l'éditeur, c'est les Jeux du Griffon. Ça permet d'avoir la règle en anglais, et puis les cartes en anglais. Ça, c'est la dernière version des règles, la V1.11, avec quelques menus corrections en fait par rapport à l'original, mais qu'on peut télécharger sur le site de l'éditeur. Donc ce que je vous propose, c'est faire une installation et puis voir un petit peu un début de partie.